Et après ce documentaire vraiment édifiant, nous retrouvons nos invités sur ce plateau. Alain Lefkovitch, le réalisateur de ce film véritablement intéressant. Solène Desnos, spécialiste des filières électriques et électroniques chez Terra. Jean Desessard, sénateur vert de Paris. Et Bernard Heger, délégué général du CIMAVELEC, le syndicat des industriels de matériel audiovisuel et électronique. La tradition veut que l'on commence toujours par le réalisateur du film. Est-ce que cette enquête, Alain, a été difficile à monter ? Elle a été difficile à monter, effectivement, parce que on n'a pas été très bien reçu par les autorités locales, qui, sans vraiment qu'on comprenne pourquoi, nous ont fermé toutes les portes. Donc on a essayé de louvoyer, on a essayé de passer par la fenêtre quand la porte était fermée. Et finalement, on n'a pas rencontré véritablement les autorités locales pour parler de cette problématique. Personne n'a véritablement envie qu'on révèle ces faits, en fait. Absolument pas, parce que effectivement, c'est une activité qui nourrit beaucoup de monde de façon assez étonnante. Et comme personne ne veut mettre quelque chose d'alternatif pour que la vie de ces populations s'améliore quelque peu, eh ben, on préfère ne pas en parler. Alors, vous avez tous évidemment visionné ce documentaire, Verdict. Est-ce que, d'après vous, c'est fidèle à une certaine réalité ? Jean Desessard. Je crois que tout y est. Les problèmes économiques, les métaux qui coûtent de plus en plus cher, les pays développés qui ne veulent pas gérer les déchets, donc les pays plus pauvres qui gèrent les déchets dans des conditions épouvantables, les problèmes de santé, puisqu'on dit... on montre bien dans le documentaire que dans 10 ans, les personnes qui touchent des produits toxiques, il y en a sûrement déjà des malades d'ailleurs. Condamnées. On dit, ils sont en pleine forme, ils sont jeunes, tout ça, ils peuvent le faire, ils disent on craint rien. Et puis on sait très bien que dans 10 ou 15 ans, ça sera des situations très difficiles. Et puis... en compensation de ce qui apparaît comme un développement économique, donc il y avait vraiment toute la pollution, et puis on voit très bien que ça porte atteinte à des activités traditionnelles comme la pêche, alors qu'on pourrait très bien aider l'agriculture, et ça on le voit très bien, le voyage dans le Nord, je crois, montre qu'il ne faudrait pas grand-chose pour améliorer les moyens de subsistance des gens qui ont conservé des coutumes, des traditions, des liens sociaux. Et on voit très bien qu'il manque l'aide au développement pour que ces personnes-là ne soient pas condamnées à aller travailler dans les bidonvilles. Solène Desnos, est-ce que ces pays sont effectivement devenus la poubelle de l'Occident ? La réalité qu'on voit dans le film les images le prouvent, c'est désastreuse. Après, dire que c'est des poubelles, je pense qu'en Occident, en Europe, il y a une vraie une réglementation qui est sur les D3E qui existe, qui se met en place, qui progresse dans le sens qui devient de plus en plus rigoureuse. Une nouvelle version de la directive doit être votée dans les prochaines semaines au niveau européen. L'Occident, ou l'Europe en tout cas, essaie de faire des choses. On voit que c'est a priori insuffisant, mais la volonté politique et des législateurs est là, quoi. Donc... Bernard Heger, vous qui représentez le syndicat des industriels de matériel audiovisuel et électronique, ça vous laisse quoi ? Sans voix, un documentaire comme celui-ci ? Sans voix, peut-être, c'est mal me connaître. D'abord, c'est un document suffocant. Quand je l'ai vu, on est vraiment suffoqué. D'abord, moi, la première impression que j'ai vue, c'est le procès du sous-développement. Avant d'être le procès des autres formes économiques, c'est le procès du sous-développement. On n'a nulle part le moindre petit espoir. Dans ce film, il y a des choses qui m'ont touché, un peu les mêmes que le sénateur. Il y a 2 moments à peu près où on voit la vie telle qu'elle pourrait être. On voit quand le jeune retourne dans son village, etc. Donc, en plus, elle parle d'engrais, etc. Et je crois que c'est l'oncle qui est le vieux sage et qui dit « retourne au village, reviens ». À une économie qui est une économie familiale. Donc c'est un peu... on ferme la porte. Et l'autre scène qui est très jolie, c'est le chef des pêcheurs, je ne sais pas comment c'est. Qui va baigner avec du schnapps. Ouais. Et qui dit des choses assez émouvantes, que le poisson revienne, etc. Donc la seule issue, on a l'impression que la seule issue, c'est une issue de retour à « c'était mieux avant ». Et donc, il y a le seul espoir, c'est celui-là. Mais par contre, moi, il y a quelque chose qui m'a un tout petit peu gêné dans ce film.
C'est la partie, c'est vers la fin ou vers les 3/4, c'est quand la Commission européenne arrive. Donc, oui. Là, d'ailleurs, ça gêne tout le monde, d'ailleurs, je pense, quand on voit le documentaire. Oui, globalement, on a l'impression, c'est un non-dit. Il faut toujours faire attention, mieux vaut toujours dire le non-dit, parce que on a l'impression que la Commission européenne accepte totalement ce qui se passe, et ils vont visiter une firme pour le SORED 3 ans dans laquelle il n'y a rien, où il y a un peu, il y a quelques. Ça n'est pas le cas, Alain Lefkovitch ? En fait, ce qu'on ne montre pas dans le film, parce qu'on n'a pas pu partir avec cette délégation de la Convention de Bâle, c'est qu'ils vont visiter les installations portuaires qui ont été mises en place par une entreprise suisse pour contrôler les containers. Quel intérêt d'aller visiter les installations de surveillance des containers, sachant qu'au Ghana, il est tout à fait légal de recevoir toute cette marchandise que nous, en Europe, on considère comme étant des déchets. Alors, on va faire un point quand même sur la loi, c'est important. Qu'est-ce qu'un container légal et qu'est-ce qu'un container illégal? J'allais dire, qu'est-ce qu'un container de matériel d'occasion et qu'est-ce qu'un container de matériel de déchets? En gros, c'est assez simple. À partir du moment où les matériaux qui se trouvent dans le container sont emballés, conditionnés, préparés pour subir un voyage en pleine mer pendant plusieurs semaines dans des containers, ça c'est du matériel légal, considéré comme de la seconde main, d'occasion. À partir du moment où le même matériel est posé en vrac dans un container, la loi dit que ça devient du déchet. D'accord, ça c'est une loi, mais est-ce que cette loi est appliquée? Est-ce qu'il y a des contrôles? Alors les contrôles, quand on s'adresse à la douane, d'abord il est très difficile d'obtenir une autorisation pour aller voir ce qui se passe, notamment au port du Havre. Et puis on s'aperçoit très vite que les contrôles sont inexistants ou très très rares. On fait des opérations ciblées 1 fois ou 2 fois par an. Et la douane est obligée de reconnaître qu'à un moment donné, il n'y a pas assez de matériel humain, il n'y a pas assez de matériel tout court. Autant dire que ces contrôles ne servent quasiment à rien. Ils ne servent à rien. Alors, si ces ordinateurs et ce petit matériel électroménager sort d'Europe, sort de France, c'est bien un moment parce que des entreprises veulent s'en débarrasser plutôt que de les recycler, non? Normalement, c'est interdit. Oui. D'accord. Hein, c'est interdit si c'est du déchet. C'est-à-dire que s'ils le vendent comme de l'occasion, j'imagine que voilà, ils doivent jouer sur cette ambiguïté. Alors, on peut s'adresser auprès des représentants du syndicat des fabricants. D'abord, pourquoi il fait un matériel si fragile, ou pourquoi c'est difficile de se procurer des pièces détachées qui permettraient de réparer facilement. Donc, il faut quand même nous expliquer cette première étape. Je vais le faire. Hein, et pourquoi il y a besoin d'un renouvellement constant, sinon pour peut-être doper les ventes, et on arrive à quand même beaucoup de déchets. Donc peut-être que monsieur va nous expliquer pourquoi cette politique commerciale qui n'est pas toujours bien pour la collectivité. Je ne sais pas si c'est bien pour la collectivité ou pas. Je n'aurai pas de jugement moral sur ce que doivent faire les gens, mais plutôt aussi, j'en aurai tout à l'heure. Mais quand on regarde la législation telle qu'elle existe, on s'aperçoit, et je pense qu'on va en parler tout à l'heure, qu'il y a des trous dans la législation. Elle ne va pas jusqu'au bout. Par exemple, ce qu'on disait sur la vérification. On dit, il faut vérifier, on ne vérifie pas. Pourquoi on ne vérifie pas? Alors, je crois que c'est à un moment dans le film, on ouvre un conteneur, devant il y a 2-3 écrans qui sont bien, et derrière il y a toute une série de cochonneries. Donc, facialement, c'est ça permet de... Oui, c'est cosmétique, quoi. C'est cosmétique. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour plus que ça soit cosmétique et pour pouvoir vérifier rapidement? Parce que sinon on ne va pas rentrer. Donc je crois que la Commission européenne, et c'est la directive qui va essayer de remplir ce trou, qui est un trou important, c'est de dire que bientôt, quand on va faire du matériel d'occasion, il faudra que chaque produit soit vérifié et qu'à chaque produit, il y ait une sorte de fiche disant que ce matériel peut resservir. Oui, mais ça, c'est une bonne intention. Attendez, si on n'a pas les moyens de le faire, qui va le faire? Non, mais pour l'instant, c'est même pas demandé. C'est-à-dire qu'on peut dire, vous ouvrez... Vous voulez dire que les industriels auront une fiche de traçabilité de leur matériel ou... C'est ceux qui vont prendre ces produits. Après, on verra quelles sont les filières de reprise de ces produits, qui vont devoir, s'ils les envoient à l'exportation, mettre à chaque produit, sur chaque produit, une petite fiche, etc., disant, oui, on peut s'en servir. On peut s'en resservir. Autrement dit, il va y avoir... Ça sera probablement beaucoup plus facile à vérifier. Pour l'instant, c'est extraordinairement compliqué à vérifier. Il faut beaucoup de monde, vous l'avez dit. Demain, grâce à la directive et grâce à tout le travail qui a été législatif... Une traçabilité, en quelque sorte. Une certaine... Ça améliorera très, très, très nettement la traçabilité. Après, je pense qu'il y aura peut-être toujours des trous. Aujourd'hui, on est au
déclaratif. Quand c'est pas les industriels qui préparent les matériels de seconde main, c'est des structures qui se positionnent sur ces marchés de récupération de parcs informatiques d'entreprises ou autres. Mais qui sont les mauvais élèves aujourd'hui, justement? Qui sont l'appât du gain. Dites-nous-le, mais c'est quoi? C'est des entreprises privées? Ce sont des industriels? En France, c'est du petit marché individuel. Du petit trafic, vous voulez dire? On voit quand même des entreprises assez importantes. Dans le film, on le voit bien. Dans le film, on le voit bien parce que ça m'a... Quand il raconte film, on commence par la banlieue parisienne, quand ils racontent qu'ils vont récupérer 250 ordinateurs, c'est pas des particuliers, on est bien d'accord. Non. Alors là, c'est à mon avis des entreprises mal informées ou peu regardantes sur l'objectif principal dans ces entreprises, c'est de se débarrasser au plus vite d'un parc informatique sans trop regarder où ça va et sans connaître les enjeux qu'il y a derrière. Sans vouloir, il y a des entreprises qui sont coupables, donc il faut les en blâmer, mais en même temps, il faut voir que dans la loi, c'est toujours dans la loi, dans la façon de procéder, il y a un certain nombre d'incohérences. Non, mais là, en tout état de cause, quand Alain dit un conteneur où tout est emballé, voilà, ça c'est un conteneur de vente d'occasion, de seconde main, et un conteneur où c'est pas emballé, bon, là, ça c'est clair dans la loi. Or, c'est clair, ça n'est pas respecté. Non, ça, c'est pas respecté. On est bien d'accord. Donc la clarification de la loi ne va pas faire que du jour au lendemain, ces gens-là qui décident d'inciter le trafic ne continuent pas. Ça peut aider, ça peut aider de mettre en place des barrières un peu législatives, des barrières de procédure, ça peut aider à clarifier un peu les choses. Je ne dis pas que ça va être totalement clarifié. D'ailleurs, dans le film, il y a, j'ai remarqué, parce que c'est quand il est au Ghana, quand vous êtes au Ghana probablement, vous demandez d'où viennent les matériels, et donc on ne cite pas la France. On cite. Au moins, si on posait la question dans un autre pays africain, certainement qu'on trouverait des produits. Justement, Alain, parce que là, vous avez fait votre enquête sur le Ghana. Est-ce qu'on peut un peu élargir le problème? Quels sont les autres pays et même continents concernés? On connaît tous l'Inde, la Chine, et puis d'autres pays comme le Nigeria, l'Égypte. Tous les pays en voie de développement qui, à un moment donné, ont besoin de développer l'industrie et l'économie parallèle, mais surtout l'industrie métallurgique. On a besoin de matières premières. Cette matière première, elle coûte cher. On peut la récupérer dans tous ces déchets. C'est à ce moment-là que cette industrie émerge et se développe. Récupérer aussi parce que la main-d'œuvre là-bas est pas chère. Voilà. Oui. En Europe, on était capable de la récupérer, mais à un coût qui... À deux niveaux, elle est pas chère au niveau du coût de la main-d'œuvre et puis des frais médicaux. Enfin, bien sûr, vous avez raison. On sent bien qu'il n'y a pas forcément la sécu derrière et la protection des salariés. Des conditions de travail qui respectent. La mise en place des structures qui vont permettre de faire ces recyclages de façon sécurisée, en tout cas pour les ouvriers qui le font. Alors, si vous le voulez bien. Sans aller aussi loin, quand le cours des métaux, comme il l'a été récemment, est assez haut, vous avez des phénomènes à peu près identiques, moins graves, mais à peu près identiques en France. Il ne faut pas aller beaucoup plus loin. Je veux dire, c'est en ce moment surtout, puisque comme les coûts ont vraiment beaucoup grimpé, il y a un rapport. Ça a une valeur. Il y a beaucoup de gens pour lesquels quelques euros, ça veut dire quelque chose. Et donc, à partir de là, il ne faut pas aller si loin. En tant qu'élu, vous devez savoir que les déchetteries publiques sont pillées au moment où les cours des métaux, les déchetteries en France. Alors, on ne va pas forcément accabler ces pays. Vous parliez des pays d'Asie, des pays d'Afrique. On peut quand même dire que l'idée de ne pas remplacer les fonctionnaires participe aussi au manque de contrôle. Mais non, mais c'est vrai, parce qu'on dit souvent, il faut moins de fonctionnaires, on vivra mieux, mais là, c'est l'exemple concret. Là, il faudrait même les multiplier. C'est même pas les remplacer, mais les multiplier, très franchement. Parce que quand on va sur le port du Havre et qu'on voit ce qui se passe... Ça ne sert à rien si on dit qu'on n'a pas besoin davantage de moyens. Ce que je disais, c'est que c'est une politique globale. On ne peut pas prendre une petite politique, c'est une politique globale. Il faut la prendre globalement avec l'ensemble des aspects sur lesquels je reparlerai tout à l'heure. J'allais vous le dire, parce qu'on ne va pas accabler ces pays qui soient en Asie ou en Afrique. On va réécouter, si vous le voulez bien, un premier extrait du documentaire. C'est le moment où ce ministre ghanéen, qui a mis très longtemps d'ailleurs à vous répondre, on le voit bien dans le documentaire, accuse les pays européens de ne pas maîtriser cette filière. On l'écoute. The project is being sponsored by the EU, and this is how they designed it. But in effect, what we are saying is that the materials are coming from Europe.
And they have got a lot of facilities there. They have a lot of legislation. There are strong laws there. Why are they not able to stop the things from Europe? But they say, when you ask this question, and they say, no, it is our own people, our own businessmen from Ghana, from Nigeria, who go abroad to go and buy them and then bring down to their countries here to come and sell. So it's a very complex thing. So this is why we are saying that there is need for cooperation between the EU and the African countries to try to control it. Voilà, situation très complexe. Il faudrait de la coopération entre l'Union européenne et l'Afrique. Les États-Unis, d'ailleurs, sont aussi concernés, hein, on peut le dire au passage. Valérie Fayard nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée générale adjointe d'Emmaüs France. Vous êtes un des acteurs importants de cette filière. Expliquez-nous pourquoi, quel est votre rôle ? Alors chez Emmaüs, nous collectons de tout temps, mais de plus en plus avec la mise en place de la filière, des produits électriques et électroniques en fin de vie que les gens nous donnent. Donc nous ne récupérons pas des déchets, nous récupérons des produits que les gens nous donnent. Concrètement, vous appelez Emmaüs parce que vous changez votre machine à laver et on vient la chercher. Et alors à ce moment-là, on la trie, on trie tout ce qu'on collecte, on répare éventuellement et on remet en vente, ce qui permet à des tas de familles à revenus modestes de s'équiper à petit prix. Donc nous, on n'est pas sur une filière déchets. Une seconde vie. On donne une seconde vie, donc on est bien dans la prévention des déchets, non pas la gestion des déchets. Mais c'est très important dans la filière et c'est un des axes qu'il faudra développer dans l'avenir pour justement diminuer ces déchets. Alors ça vous préoccupe ça justement, hein, Jean Dessessart, vous disiez aux représentants des industriels, mais pourquoi vous ne faites pas des appareils qui tombent moins souvent en panne ? Qu'on puisse trouver les pièces détachées facilement. C'est comme les rouleaux de scotch, enfin les dévidoirs de scotch. Ouais. On perd tous la petite chose qui nous aide, la petite roulette au milieu. Et quand on veut demander une roulette, on ne peut pas l'avoir. Donc on est obligé de racheter le bloc en entier. C'est vraiment du gaspillage. Eh bien, je crois que c'est pour beaucoup de produits, donc vous c'est la même interpellez chose. les industriels là-dessus. Qu'est-ce que vous faites, vous, justement, Bernard Heger, pour que, on va dire, l'électroménager de nouvelle génération soit moins polluant, peut-être plus résistant? Est-ce que c'est vraiment le cas d'ailleurs? Dans l'ordre des choses, parce que j'ai toute une série de questions. Hein. Il va porter sur la loi, là, monsieur. Non, pas du tout. Non, c'est sur nous, là, cette fois-ci. La loi, justement, la loi a donné aux industriels une certaine responsabilité. Alors, laquelle, donc c'était de s'occuper des produits en fin de vie. Oui. Donc là, c'est le sujet. Donc, pour mettre en place cette responsabilité, les industriels ont créé des éco-organismes. Ils ont créé différents éco-organismes, il y en a 3 ou 4, qui sont déjà cadrés par la loi. Il y a une commission d'agrément des éco-organismes qui est une commission paritaire très sérieuse et les éco-organismes sont adoptés à la fois par les acteurs et par l'administration. Donc dans le cahier des charges des éco-organismes, il y a toute une partie sur le réemploi. C'est ce que disait madame. Hein. Par exemple, Emmaüs, je crois l'année dernière, de tête, a dû réemployer à peu près 200 000, a dû remettre sur le marché à peu près 200 000 produits, à peu près. Hein. Emmaüs. À Emmaüs, oui. Emmaüs, hein. Et il y a une autre entité qui s'appelle Envie, qui doit être à peu près à 30 à 40% du chiffre. Déjà, alors pour qu'ils puissent le faire, pour qu'ils puissent réemployer, c'est bien nous qui avons orienter une partie des flux, des meilleurs flux, des flux nous avons aidé au moins... Nous existions avant, cher monsieur, avant la mise en place de la filière, et nous collections déjà bien avant que les industriels ne s'intéressent à notre cas. Vous allez avoir du mal à vous attribuer... Par exemple, nos éco-organismes donne à un certain nombre d'entreprises, ils doivent collecter. Hein, oui. Ils doivent collecter. Par exemple, je prends un grand distributeur va collecter des produits quand vous changez un réfrigérateur chez vous. Il le reprend. Vous parlez de Darty, là, par exemple. Darty ou d'autres. Soyons clairs. Darty ou d'autres. On ne fait pas de la pub, on explique. Il a fait avant. Il sous-traite maintenant. Donc, ils prennent les produits, donc il y a un échange. C'est 1 pour 1. Donc on en remet un et on reprend un. Et après, qu'est-ce qu'on fait de ces produits? On les ça va chez vous. Une partie chez Envie, chez aussi un autre acteur de l'économie sociale. Ce qui est réemployable, ce qui est en bon état, et peut être... Cette filière-là était plutôt organisée, on va dire. Oui, c'est ça. Alors que ça n'était pas le cas il y a quelques années. Globalement, si on regarde ce qui se passait avant les éco-organismes et donc après les éco-organismes, le poids de l'économie sociale et solidaire est devenu beaucoup plus important. Il reste quand même très minime, parce que je rappelle que sur l'ensemble des tonnages, le réemploi
représente 1,6%. Donc il y a des marges de manœuvre. Les éco-organismes ont fait 1,6%. Alors c'est pas uniquement la faute des éco-organismes, etc., qui au contraire ont fait un travail important. Moi je salue au passage Écosystème, qui est l'éco-organisme le plus important et avec lequel nous avons un partenariat et qui a été très à l'écoute, qui est tout à fait en lien avec le CIMAVELEC et qui a été tout à fait à l'écoute et dans une volonté ferme de privilégier le réemploi, bien entendu. Donc ça, il y a des marges de progrès absolument gigantesques. Parce que là, vous êtes en train de nous parler des particuliers, très franchement. Moi, je me mets à la place des téléspectateurs qui sont en train de nous regarder. J'ai un vieux frigo, j'en achète un neuf. Je suis ravie qu'on me débarrasse de mon ancien frigo. Mais dans le reportage, c'est pas ça qu'on voit là. On voit des entreprises qui se débarrassent de 250 ordinateurs, de choses comme ça. Et là, l'effet de taille est plus important. Je vais reprendre la loi. La loi sépare en deux. Vous avez les ménagers. Le ménager, globalement, c'est ce dont on vient de parler. Globalement, c'est bien fait. C'est un système à la française qui a été mis en place, un système de mutualisation. C'est un système de mutualisation qui a été mis en place. Parlez-nous de ce qui ne va pas maintenant. Alors, donc, tout ce qui est ménager. Ensuite, vous avez une législation qui est un peu différente, qui peut être un peu différente sur tout ce qui est l'industriel, le professionnel. Autant le ménager est obligé de passer dans des systèmes mutuels, où on mutualise, là c'est ce qu'on vient d'expliquer. Le professionnel, lui, peut faire de l'activité environnementale une activité rentable. Et donc on est en face c'est ce que je disais tout à l'heure, d'une contradiction. Une partie du secteur fonctionne plus ou moins sous un régime de service public, et une autre partie fonctionne à une logique qui est plutôt une logique du privé, et donc à partir de rentabilité. Et quand vous avez par exemple un stock, quand un professionnel a un stock de 200 ordinateurs, il va changer tous ses ordinateurs, donc il est pas obligé de procéder d'une façon totalement correcte. Solène Desnos. Il est quand même obligé. Le problème, c'est qu'il ne le fait pas. Solène Desnos, vous qui représentez donc les industriels, ils échappent à la loi. C'est ça que vous êtes en train de nous dire. Normalement, ils devraient pas. Les professionnels, c'est pas les professionnels. Les professionnels peuvent plus facilement échapper à la loi. On parle d'un parc de 200 ordinateurs. Ça reste des PME qui n'ont pas forcément un responsable environnement dédié. La réalité, ça peut être lors d'un déménagement, c'est les services généraux qui s'en occupent. 10 services généraux, la problématique, c'est aller vite, se débarrasser. Il y a quelqu'un qui passe qui dit « Moi, je m'en occupe de votre parc qui sort... Au pire, je vais aller très loin dans la caricature, une plaquette. Je vais l'envoyer en Afrique, vous allez voir. Voilà. Les gens sont peut-être pas armés pour vérifier, avoir et valider, et puis ils se disent pourquoi pas. Et donc les choses se passent comme ça. Mais alors vous qui êtes attendez juste une seconde, vous qui êtes responsable de la filière électrique et électronique chez Terra, où sont, on va dire, les principaux manques dans la législation actuelle? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on peut voir un documentaire comme celui qu'on vient de voir? C'est une question un peu difficile. Qu'est-ce qui manque? Pour moi, il manque des contrôles, mais c'est vrai que je suis plus spécialiste sur la filière ménager que professionnelle. C'est la prise de conscience, je pense, générale, quoi. Et pour moi, les systèmes législatifs existent. La pression, peut-être réglementaire, n'est pas assez forte. Jean Dessessa. D'abord, moi, je pense qu'il faudrait quand même qu'il y ait une durée de vie plus longue des produits. Oui, alors on en revient à ça parce que c'est important. Je crois que vous êtes d'accord avec ça. Et la possibilité que les fabricants puissent vendre plus facilement des pièces détachées, que ce ne soit pas des prix exorbitants. C'est-à-dire qu'au lieu de remplacer l'appareil, eh bien, on puisse l'entretenir. Et donc, qu'est-ce que vous répondez à cela? Pardon. Les produits électroniques ont tout de même eu, tout le monde va, une spécificité. Imaginons par exemple que vous voulez acheter un téléviseur. Les téléviseurs ont une technologie qui évolue assez rapidement. Et donc la technologie, par exemple, des téléviseurs qui ont été mis sur le marché au moment où cette chaîne a été créée, n'ont plus grand-chose à voir avec les téléviseurs tels qu'ils ont été mis, tels qu'ils sont vendus aujourd'hui. Donc le fait que... Alors par exemple, il y a quoi? Il n'y a plus de tubes au néon? Il y a plus... Vous voulez dire que c'est moins polluant? Non, c'est plus du tout les mêmes. Avant, en 2005, vous aviez il y a une évolution technologique. Vous aviez un CRT qui devait être large comme ça, qui devait peser 80 kilos, etc. Ma question, est-ce que c'est une évolution technologique qui est uniquement due à la demande des consommateurs, ou est-ce que vous, en tant qu'industriel, vous intégrez dans votre évolution technologique aussi un meilleur respect de l'environnement et la volonté d'être moins
moins polluant, y compris en prenant en compte le recyclage. Oui, non, ça c'est évident, parce que globalement, le système de recyclage a une vertu, c'est qu'il fait payer les mauvais élèves. Donc on a intérêt à être bon élève. Donc simplement pour être moins cher. Par exemple, vous avez peut-être vu que vous avez remarqué que quand on vend un produit, il y a marqué éco-participation en dessous. Oui. Avec c'est ça. Enfin, c'est minime quand même sur le prix. Oui, mais après on verra, c'est pas minime. Non, mais ça veut dire quand même que les plus polluants payent plus cher. Les plus polluants payent plus cher. Les plus polluants, et on va aller de plus en plus vers un système comme ça, c'est-à-dire où les systèmes les plus polluants pour l'environnement, pour le recyclage, vont payer plus. Il y a un malus. Oui, une sorte de malus. Il y a une sorte de malus. C'est-à-dire, par exemple, Et un bonus pour le bon élève. Oui. Mais du coup, est-ce que ça, c'est payant, j'allais dire? Est-ce que ça marche auprès des industriels? Est-ce que cet argument est entendu? Est-ce que vous avez vraiment l'impression, sans langue de bois, de dire que oui, comme économiquement, je vous prends les chiffres, les chiffres tels qu'ils sont. Le prix moyen d'un téléviseur actuellement, c'est à peu près 500 €. Un prix moyen pour un téléviseur qui fait 90 cm, qui a une diagonale de 90 cm. Nous payons, si vous êtes à Écosystème, vous payez 8 € d'éco-participation. Et 8 €, c'est à la fois beaucoup et c'est peu. Alors je vais essayer d'être un peu plus clair que ça, parce que je ne me sens pas très clair. Quand vous achetez un poste 500 €, les industriels l'ont vendu à la distribution beaucoup moins cher. Bien sûr. Puisque la distribution va devoir ensuite mettre ses investissements, etc. Donc à partir de là, quand un consommateur achète un téléviseur 500 €, nous l'avons vendu, en général, aux alentours de 230, 250 €. Donc vous voulez déjà dire que 8 € sur 200 €... Sur 200 €, c'est absolument considérable. C'est déjà beaucoup plus. C'est déjà beaucoup plus. Si, donc à partir de là, jouer sur 4-5 € de plus de malus, c'est absolument considérable. Et donc ça permet tout de même, c'est plus que les bénéfices qu'on prend sur un téléviseur. Ça, c'est la première chose. Donc on fait très attention à ça. La deuxième chose, c'est que l'environnement va coûter de plus en plus cher. Parce que le système de mutualisation, c'est un peu comme dans la sécurité sociale, comme dans les retraites. Pour l'instant, il y a à peu près 2,5 produits qu'on met sur le marché qui payent pour un ancien produit. C'est-à-dire qu'un téléviseur à valoriser aujourd'hui coûte à peu près, quand on le total... Donc vous êtes en train de dire que quand on achète 2 téléviseurs et demi, en gros, il y en a un qui est valorisé en prix. Un téléviseur, pour le valoriser, pour bien le valoriser, vous le valorisez, vous le collectez, vous le valorisez, ça coûte à peu près 20 €. 20 €. Et donc, au fur et à mesure, l'éco-participation va se rapprocher des 20 €. Et 20 €, c'est quelque chose d'absolument considérable pour nous. Donc on fait très très attention à ça, et c'est assez... Pour rester de bons élèves et pour payer une éco-participation la moins lourde possible. La moins lourde possible. Et voilà. Je voudrais juste ajouter quelque chose sur ce sujet, c'est qu'il y a aussi quand même la pression citoyenne, et ça c'est important, parce que dans les acteurs de cette filière, il y a les citoyens. Il y a les citoyens qui peuvent effectivement choisir de donner, alors à Emmaüs ou à d'autres, un produit qui peut être réemployé, et il y a aussi les associations environnementales et tout qui font un travail très important. Greenpeace fait un travail, je ne vais pas leur faire de publicité, où il établit une liste des producteurs les plus vertueux qui ont fait des efforts en matière d'éco-conception pour introduire moins de substances dangereuses dans leurs produits et prendre en charge la fin de vie. Voilà, il y a aussi la pression citoyenne par le citoyen que vous êtes et que nous sommes tous, par les associations et les ONG, et ça c'est important aussi. Alors moi il y a un chiffre, je reviens dessus parce qu'il m'a quand même assez effaré, c'est votre 1,6%, c'est ça Oui, alors pourquoi 1,6 c'est sur le global, parce que d'une part, nous, alors chez Emmaüs, on collecte... Redites-nous exactement, c'est 1,6% des produits qui 370 000 tonnes de déchets électriques et électroniques par an en France, qui sont donc collectés. Là-dedans, l'économie sociale en récupère 44 000, ce qui n'est pas mal, ça fait 12-13%, mais on en réemploie vraiment à la sortie, puisque dans ce qu'on récupère, il y a des choses qui ne sont pas réemployables, et donc on les répare, etc. Et à la sortie, on en réemploie effectivement qu'environ 4 500 tonnes. Ce qui veut dire c'est très peu, mais pourquoi 98,4% des déchets électroniques aujourd'hui qui mais alors, ils ne sont pas forcément réemployables. Donc il y a deux choses. C'est qu'il faut augmenter le gisement
Et il faut donc que les gens, qu'on ait plus de circuits pour qu'on puisse récupérer ce qui est en bon état, c'est la prévention des déchets. Oui, d'accord. Et ça, c'est important. Et aujourd'hui, on en récupère une partie qu'on récupérait déjà avant. On en récupère au travers de notre accord avec Écosystème. Et puis aussi, il faut que les produits soient plus réemployables parce qu'ils sont plus éco-conçus, avec des problèmes de pièces détachées qu'on a tout à fait nous aussi chez Emmaüs. C'est-à-dire quand on a une vieille machine, on n'a plus les pièces détachées, etc. Donc il y a un travail là avec les fabricants pour que la recyclabilité et la réemployabilité du produit soient supérieures. Donc il y a des marges de manœuvre, à la fois dans la mobilisation des gens, l'information, les gens ne savent pas forcément exactement ce qu'ils peuvent faire de leur machine, etc. Et puis également dans le travail en lien avec les fabricants pour que les produits soient recyclables et réemployables. Et que le consommateur soit prêt à venir chercher des produits chez vous aussi. Oui, mais vous ne croyez pas que le consommateur est prêt, mais attend juste que les filières soient en place? Parce que quand c'est simple, j'ai l'impression que les consommateurs le font volontiers, non? Voilà. Il faut qu'ils aient l'information. L'information, c'est le problème de l'information. C'est tout à l'heure, quand vous disiez que quelqu'un qui voulait se débarrasser de son matériel, eh bien, il faudrait qu'il y ait un numéro vert simple à appeler. Où est-ce qu'on peut aller dans telle région? Hop, il y a telle il y a un site qui existe qui s'appelle collecton.org. Vous pouvez faire ça et vous voyez dans la région où vous êtes, où est-ce que vous pouvez déposer ou téléphoner pour que soit enlevée votre machine. Il y a ça. Et puis, moi, je dirais aussi que le réemploi, c'est bien évidemment par rapport à la question des déchets, mais c'est aussi par rapport à la question sociale des besoins des personnes. Et nous, on voit que les clients qui viennent chez nous sont en demande et on n'a jamais assez de produits à leur offrir. Ça, c'est clair. On répète ça, collecton.org. Collecton.org. C'est important pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. C'est vraiment important. C'est-à-dire que si vous avez un ordinateur portable, un frigo, une vieille télévision, ça peut, et ces appareils peuvent avoir une deuxième vie pour quelqu'un qui n'a pas forcément de moyens, et en plus, ça ne pollue pas. Si vous me permettez, je vous en prie, de poser aux fabricants, parce qu'il nous a parlé des télévisions qui évoluent. Je suis assez d'accord, c'est comme les ordinateurs. Bon, il y a une évolution. Par contre, sur les frigos, sur les congélateurs, sur les lave-linges, lave-vaisselle, il n'y a pas une évolution technologique formidable. On met 15 programmes, on n'y comprend rien, mais donc on pourrait très bien se mettre sur les programmes au début qui avaient très bien. Donc pourquoi la durée de vie des machines est plus courte qu'avant? Parce qu'il n'a toujours pas répondu. Et pourquoi, là où il n'y a pas une évolution technologique importante, pourquoi il n'y a pas moi, je vous le dis très franchement, ma grand-mère et ma maman, elles ont gardé leur machine à laver 30 ans. Et aujourd'hui, c'est pas possible. Ça n'existe plus. Exactement. Elle valait plus cher aussi. Bernard Régère, elle faisait plusieurs tonnes. Maintenant, pas bon. Elles sont beaucoup plus légères. Je reprends la télé. Oui, moi, je suis d'accord pour en prendre une plus lourde si elle dure 30 ans. Ça ne me pose pas de problème. À mon avis, vous ne seriez pas d'accord parce qu'il y a toute une série d'évolutions au niveau de l'eau, du traitement, etc. Répondez à cette question. C'est-à-dire quand la machine est plus lourde, elle supporte moins bien l'eau. C'est ça que vous voulez dire? Non, mais je ne sais pas si elle supporte, mais en tout cas, les programmes, maintenant il y a beaucoup de programmes à l'intérieur. Les programmes sont plus sophistiqués actuellement et ils fonctionnent avec moins d'eau. On ne changerait pas que le programme, justement. C'est qu'il faut nous expliquer pourquoi il faut tout changer alors qu'on améliore simplement une petite barrette. Globalement, quand on change un produit, je veux dire, c'est d'abord, avant de répondre, je vais répondre à votre question, mais quand on change un produit, quand on le reprend, il est de temps en temps réutilisé, il est toujours recyclé. C'est-à-dire que globalement, ça, on a bien compris, mais vous répondez pas à la question. Non, mais qu'il n'est pas mis à la poubelle, je veux dire, on s'en sert après. Donc à partir de là, vous avez différentes gradations. Première gradation, on s'en sert plus longtemps. Donc première gradation, donc on n'est pas. Deuxième gradation, on le donne à l'économie sociale et solidaire. Troisième gradation, on le recycle. Il est jamais... Quatrième gradation, il va en déchets. Il y a quand même 20% des 370 000 tonnes qui vont en déchets. Dans le gros ménager, non. Au total de la filière. Au total, oui, c'est ça. Mais là, ça fait quand même 60 000 tonnes de déchets par an. Oui, c'est ça. Donc il y a différentes gradations. On s'en occupe toujours. Dès qu'il y a de l'argent à faire. Dès qu'il y a de l'argent à faire, on s'en occupe. Maintenant, répondez à la question. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on fait des produits, des machines qui ne durent plus que 7, 8 ou 10 ans, alors qu'avant, ça durait 30 ans? Non, c'est globalement. Là, quand on fait des... Comme nous avons la chance de regarder... Non, vous avez une mauvaise vision. Quand on a la chance, comme nous, d'avoir des éco-organismes, on fait des tests. On teste qu'est-ce qui revient comme produit. Quel âge ont les produits qui reviennent. On s'aperçoit que les produits qui reviennent ont en moyenne 14 ans. Donc à partir de dire que ça dure moins longtemps... Oui, mais ça veut dire que ceux-là, ils ont été achetés il y a 14 ans.
Ceux-là, ils ont été achetés. Oui, non, mais ils ont 14 ans. Moi, j'ai acheté il y a 2 ans, je ne suis pas sûre qu'ils durent 14 ans. C'est ça qu'on vous pose comme question. Ah si, non, mais il n'y a aucune raison qu'ils ne durent pas 14 ans. Excusez-moi. Tous nos produits ne sont pas faits pour être... Aucun n'est fait... Pourquoi est-ce qu'on a tous le sentiment, alors que les appareils d'électroménager que nous achetons tous autour de cette table... C'est parce que nous sommes de très bons marketeurs et que nous vous disons... Attendez, vous n'avez pas gardé 30 ans, madame, vous n'avez pas gardé 30 ans votre réfrigérateur, votre mère, oui, mais votre mère, c'est une autre époque. Maintenant, oui, je suis un peu blond, mais quand même. Si vous voulez, maintenant, dans les réfrigérateurs qu'on met, vous avez la télé dessus, vous avez un certain nombre de choses. Ce sont les industriels qui, au niveau marketing, essayent de faire en sorte de détériorer les produits. Oui, mais en tant que tel, le produit il crée de nouvelles envies. Oui. Le produit va durer absolument autant. Si vous le voulez bien, c'est important qu'on parle de tout ce qui se passe en France, mais il nous reste à peine 10 minutes de débat. Je voudrais qu'on revienne sur le documentaire, parce qu'on a assez peu parlé des dangers pour les ouvriers d'Agbo Blochi. J'espère que je ne suis pas bien sûre que je prononce le nom de ce quartier au Ghana. Donc, on va réécouter un extrait du documentaire où Mohamed parle des dangers à venir pour les ouvriers, parce qu'il faut aussi vraiment parler des dangers sanitaires qui existent. On regarde. We don't know kind of sickness it gives us. They told us it gives us sickness in 10 years' time or 5 years' time. Or something like this small boy. Maybe it will not affect him now. Maybe 15 years' time or 20 years' time. You will see him suffering with different sickness. And they don't know what gives him sickness. Voilà, parce que ça, c'est vraiment une réalité du documentaire qu'on a tous découvert, les téléspectateurs et nous. Est-ce qu'on a des informations par Greenpeace, par d'autres, sur ce que peuvent vivre à terme ces ouvriers? Est-ce que l'un d'entre vous peut nous répondre ou pas? Je crois pas. Je crois qu'il n'existe pas d'études de sol, etc. Si, on a des études sur la pollution, je crois, de ces décharges ou de ces lieux. Mais précisément savoir quels vont être les impacts en termes de santé publique. Ce qu'on sait, c'est ce qui est dit dans le reportage, c'est que la moyenne d'âge ne dépasse pas, et à mon avis de loin, et elle est bien en deçà, 60 ans. Donc c'est vrai que les gens qui sont là sont des morts en sursis. Hein. Vous, en tant qu'industriel, j'imagine que vous connaissez un petit peu les dangers d'exposition, non, par rapport à... Oui. Quels sont-ils? C'est que vous avez des produits dangereux à l'intérieur, notamment du mercure. Et donc c'est extraordinairement dangereux. Et donc c'est pas 60 ans, ça sera bien moins. Ça, donc vous voulez dire que tous les ouvriers qu'on voit dans ce quartier, par exemple quand on dépiote, je ne sais pas si le mot est très joli, quand on démantèle un ordinateur ou un frigo, dans un ordinateur il y a du mercure. Des terres rares. Dans un frigo. Du plomb. Il y a du plomb. Il y a un certain nombre de cochonneries de ce type-là. Dans un frigo, il y a un petit composant qui peut être avec du mercure. Oui. Ouais. Donc ça veut dire qu'ils sont exposés à des produits extrêmement. C'est ça. Quand on regarde là tout à l'heure, encore 2-3 chiffres. Quand pour un réfrigérateur par exemple, qu'on traite mal, je veux dire, on va simplement prendre ce qui a de la valeur et le reste on va comme dans le film à coup de marteau, on va prendre ça. Ça peut ramener 7 € à peu près. Nous, quand on le traite, ça coûte à peu près quinzaine d'euros. 15-20 €. Vous voulez dire que le coût entre un mauvais recyclage et un bon recyclage est doublé? Et 25 €. C'est à peu près 25-30 € entre un bon et un mauvais recyclage. Entre un recyclage bien fait et n'importe quoi, ce qu'on voit. Donc ça coûte beaucoup plus cher de bien recycler. Ah oui, c'est ça. Non, mais c'est pour ça. Mais en termes de santé publique, non. Ah oui, non, mais en termes simplement économiques. Le bilan économique. Le bilan économique, le bas de ligne, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils le font. C'est pour normalement, on n'a pas le droit de le faire. Normalement, on faut quand même le rappeler. Normalement, c'est chaque pays qui doit traiter ses propres déchets, d'ailleurs. Mais la problématique déchets qui est montrée dans ce film, c'est d'ailleurs assez intéressant. Bien sûr, elle vient des déchets que illégalement nous exportons, puisque c'est totalement interdit. Et puis par parenthèse, il faudrait commencer par agir aussi sur les États-Unis, le Japon, les pays de l'OCDE qui n'ont pas de filière environnementale et qui, du coup, exportent aussi beaucoup plus. Bon, mais il y a aussi, de toutes les façons, les déchets qu'ils produisent par leur propre consommation et la légitimité de la volonté d'équipement des pays en voie de développement est incontestable. Donc, de toute façon, même s'ils achetaient des produits neufs, même si nous ne leur envoyions que des produits d'occasion en état et pas de déchets, de toute façon, il y aurait cette problématique déchets à la sortie. Mais ça n'empêche que ça nous pose quand même un problème de notre propre responsabilité à nous. On ne peut pas s'exonérer de cette responsabilité. Qu'est-ce qu'on peut faire, d'après vous, parce que j'imagine que ce n'est pas évident, pour tarir cette source, c'est-à-dire pour que nos déchets à nous, on va dire français, soyons très concrets, ne partent pas vers ces pays, vers l'Asie, vers l'Afrique, pour être recyclés dans les conditions qu'on voit.
Peut-être pas pour tarir, comme d'habitude, je ne vais pas répondre à la question, je vais répondre à une autre question. Je vous réinviterai. Parce que la première chose qu'on a à faire, c'est à faire en sorte que ces produits soient moins dangereux. Oui. Qui veut dire c'est la première chose qu'on a à faire. Par exemple, moins dangereux, vous parliez de mercure, on peut enlever le mercure on peut, oui. C'est pas, par exemple, quand on passe des téléviseurs, des téléviseurs LCD aux téléviseurs LED, on passe d'une technologie qui pourrait être polluante comme les LCD. Les LCD, c'est des néons. Vous avez des néons qui éclairent le poste à LED qui est beaucoup moins dangereux, qui n'est pas dangereux. Donc, la première chose à faire pour nous, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de produits dangereux à l'intérieur de ces postes. Oui. Ça, c'est le premier, quelles que soient les personnes qui traitent. Par exemple, si je vous dis on est sur une échelle de 1 à 10, vous en êtes où sur cette échelle de 1 à 10 ? J'ose pas le dire, parce que sur les produits qu'on met sur le marché actuellement, on doit être à 9, 9,5. Sur les produits qui sont en parc, on est donc les produits qui pourraient durer beaucoup plus longtemps, on doit être. Mais quand vous parlez de tous les produits, ou vous parlez que des téléviseurs là ? Parce que depuis le début, vous nous parlez des téléviseurs, mais de nombreux produits. Oui, je veux dire, par exemple, sur les réfrigérateurs, les gaz ont changé, mais il y a encore un certain nombre de. Sur les ordinateurs, il y a encore beaucoup de produits dangereux. Il y en a de moins en moins. C'est ça. Là aussi, c'est la législation la législation nous dit, elle interdit. Il y a des produits qui sont bannis. Vous êtes d'accord pour aussi qu'on puisse traiter les déchets dans le pays d'origine, enfin dans le pays en France, qu'on traite les déchets en France, que l'Allemagne traite les déchets en Allemagne et que chaque pays traite les. Et que l'Afrique traite les déchets en Afrique. Ça va alors qu'il n'y a pas de filière de recyclage en Afrique. Parce que par exemple, nous, à Emmaüs, nous rapatrions des déchets d'Afrique en France. On fait l'inverse pour les traiter correctement. Non, je connais. Et qu'il y ait une vraie politique de coopération avec des pays en voie de développement. Sur ça. Alors, on va peut-être clore par ça avec une note d'espoir, parce que franchement, c'est assez joli ce que vous faites. Et puis, c'est vrai que le documentaire et le débat qu'on a n'est pas forcément très joyeux. Donc, racontez-nous ce que vous faites, Valérie Fayard, pour Emmaüs. Alors, donc, non plus France, mais Emmaüs Afrique. International, absolument. Nous avons des structures Emmaüs dans le monde, et particulièrement en Afrique, où on a donc été confronté à cette problématique de, des besoins d'équipement, pas de filière de recyclage, de la pollution, des besoins aussi d'activités, etc. Donc on a monté des activités qui sont aujourd'hui pilotes, mais qui essaiment pas mal, qui consistent à créer des structures, enfin à développer sur la base de nos associations au Burkina, en l'occurrence, ça a commencé au Burkina, des structures qui, collectent les déchets. Donc justement, apprennent aux gens, parce qu'il y a aussi une question d'éducation là-bas, à donner leur téléphone mobile, leurs ordinateurs, etc. Donc premièrement, la collecte et la sensibilisation. 2, on a fait un transfert de savoir-faire pour démantèlement des pollutions, etc. 3, on vend. Donc là, on est dans une lutte contre la fracture numérique. On vend des produits reconditionnés. S'ils n'en ont pas assez, on leur en envoie. Mais alors là, des bons qui ont été testés par Emmaüs et les ateliers du bocage qui sont la structure spécialisée, avec le tampon et bien comme il faut. Donc là aussi, en plus, un système économique qui génère des sous et qui permet que ça s'équilibre. Mais alors, évidemment, qu'est-ce qu'on fait des déchets issus de ce qu'on a dépollué, démantelé? Là, on s'est dit, si on les remet dans la filière burkinabé, on va se retrouver à moindre niveau. Et donc, on les ramène en France, alors ce qui est un tout petit peu compliqué, etc., mais y compris en termes de négociation avec les douanes, etc., mais pour qu'ils soient recyclés d'une façon environnementale. Mais ça, c'est un premier début. Il y a pas mal d'autres ONG que nous qui font ça, et c'est très intéressant. Évidemment, l'enjeu ultime et beaucoup plus important, c'est de créer sur place les filières de recyclage. On va finir sur cette note d'espoir. Et qui ne détruisent pas les produits de la mer, comme on voit dans le On finit sur cette note d'espoir. On donne un coup de chapeau à Emmaüs et à toutes ces associations qui font ce genre d'initiative, qui produisent ce genre d'initiative. Merci à vous tous d'être venus sur ce plateau. La semaine prochaine, un nouveau docu-débat avec Benoît Duquesne qui sera consacré cette fois au Mediator. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir. Il y aura beaucoup à dire aussi.